Les fans de Wicked, il faut qu'on parle. Wicked partie 2 ou Wicked for Good. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Après la séparation de Glinda et Elphaba, le royaume d'Oz est devenu bien plus autoritaire qu'avant. Elphaba mène la résistance pendant que Glinda est un pion de ce royaume. Le tant attendu Wicked 2 est sorti aujourd'hui. Le premier était un phénomène un peu planétaire, j'ai envie de vous dire, ça avait super bien marché grâce à la comédie musicale, grâce aux actrices, grâce au marketing de manière générale. Ils avaient tourné les deux films d'un coup pour la sortie du deuxième un an après la première partie, et ça conclut donc le diptyque de Wicked et de l'histoire du magicien d'Oz, entre guillemets. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous dire qu'il faut voir le magicien d'Oz pour comprendre Wicked partie 2. La première partie, ça allait, mais honnêtement là, il y a tellement de séquences qui sont pompées, entre guillemets, du magicien d'Oz, que vous allez être un petit peu perdu si vous n'avez jamais vu le magicien d'Oz. Mais regardez, magicien d'Oz, c'est un excellent film, c'est un chef-d'œuvre. Regardez-le. Après, vous pouvez aller voir Wicked partie 2 et ensuite regarder le magicien d'Oz. Mais peut-être pendant votre séance, vous allez être un petit peu paumé. Moi, je vous le conseille, mais on va parler de Wicked partie 2 et si c'est vraiment bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5/5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples. Sur Netflix, vous avez déjà le film 28 ans plus tard, ou encore même Nouvelle Vague. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo & Stitch et Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, vous pouvez le faire même si vous avez un abonnement via Canal. Connectez-vous à HBO avec votre compte Canal, ça fonctionne. Vous avez Superman, Weapons ou encore Eddington. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous changez de pays comme la Roumanie ou la Bulgarie, je vous conseille un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple. Et oui, ça fonctionne encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et vous profitez de YouTube sans publicité et ça marche avec plein d'autres abonnements comme Letterboxd, Patron aussi. Vous le savez, mais en ce moment, il y a plein de sites internet qui vous demandent une carte d'identité afin d'y accéder. Et vous avez tous envie de continuer de vous Ariana le Grande en paix. Donc, utilisez un VPN. De même, vous êtes des cinéphiles, mais parfois, il y a certains films que vous regardez d'une manière précise. Avec un VPN, vous serez en sécurité. Personne vous trouvera. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et vraiment, tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait. C'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le cadre épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Contrairement au premier film qui a raconté la rencontre entre les deux protagonistes, celui-ci va se concentrer sur leur vie séparément, jusqu'à évidemment leurs nombreuses rencontres. On est dans un état totalitaire dirigé par le magicien d'Oz et ses sous-fifres. Les animaux et autres peuples perdent leurs droits, sont mis en prison, déportations, des migrations ont lieu à cause de ce système. C'est un système oppressif contre ces minorités. C'est une sorte de dictateur presque génocidaire qui est là. Il y a une énorme propagande de masse des médias, entre guillemets, qui est faite dans le royaume afin de faire passer la sorcière comme ce bouc émissaire, elle et les animaux par exemple et autres espèces. Je dis espèces parce qu'à partir d'un moment dans le film, il y a des humains qui sont plus considérés comme tels. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui va être discriminé par rapport à ça. Et en même temps, il y a la propagande inverse. Il y a des célébrations du peuple libre, Oz, le sauveur, qui va mettre en avant sa gloire, sa nation, son pays. Et c'est une chose que j'aime beaucoup dans le film, c'est le côté culte de la personnalité, fasciste, et comment le peuple est manipulé, surtout en fait dans cette plongée de ce régime politique, mais aux couleurs flashy. Rose, vert, c'est assez rigolo d'avoir une dictature fasciste avec cette esthétique, et je trouve ça plutôt bien et assez original pour le film. Glinda va d'ailleurs faire partie de la machine de la propagande car elle succombe à cette position qui est confortable et ça va critiquer les gens qui se font happer par la machine et qui ne disent rien parce qu'en fait ça les arrange tout simplement, un peu comme dans la vraie vie. Évidemment, un autre exemple c'est Nessa qui elle est la sœur d'Elphaba qui va aussi succomber à cette machine infernale et sera critiquée par rapport à ça. J'en parlerai surtout en spoiler, mais j'aime bien comment ça mélange tout. Vous savez, ces mariages par alliance type féodal, les névroses des personnages de leur enfance qui sont utilisés pour la propagande et pour les contrôler. Par exemple, Glinda, elle avait des rêves quand elle était gamine, elle voulait être une sorcière, et là c'est la dictature qui l'a fait vivre ce rêve de sorcière. Certes, c'est manipulé par de la technologie et tout, mais il y a un truc intéressant
par rapport à la dictature qui prend le contrôle des personnes et je trouve que c'est plutôt bien fait. Là où Elphaba, elle, sera la résistante, rébellion contre le système, en mode super-héros d'ailleurs. Au début, c'est un peu particulier, c'est une scène que j'ai pas trouvé très efficace au début de l'œuvre. Mais c'est ça qui est intéressant dans l'œuvre, c'est comment est-ce que deux amis peuvent rester amis alors que le système les oppose par pure manipulation. Et c'est le cœur du film, hein. C'est évidemment la sororité et l'amour entre ces deux femmes. Elles évoluent, elles changent, elles deviennent elles-mêmes tout en devenant sœurs à la fois. Et l'émotion sera clairement présente. Leurs rencontres, leurs chansons, leurs douleurs partagées. Et c'est la force du récit, de l'œuvre, c'est qu'il y en a suffisamment. Il y a beaucoup de scènes avec les deux. J'avais peur que le film soit timide par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de scènes entre elles. À chaque fois, c'est les meilleures scènes du film. En termes d'acting, les deux sont très drôles. Ariana Grande, Cynthia Erivo, elles sont à la fois touchantes. Elles chantent forcément très très bien. C'est leur travail depuis des décennies. Mais elles dégagent un truc. Alors, encore moins, je dirais, que le premier film, où là, je comprenais un peu les nominations aux Oscars. Là, pour moi, il n'y en a aucune qui mérite une nomination à l'Oscar parce que, en fait, le film les met moins en avant que le premier. Mais elles sont bonnes, elles sont douées, elles ont ces scènes où elles peuvent briller, elles sont bien, et tu comprends qu'elles s'aiment dans l'œuvre, mais aussi dans la vraie vie. Quand tu vois les interviews et tout, tu captes pourquoi. Parce qu'elles ont tellement une bonne alchimie à l'écran, dans ces personnages, que tu te dis, ok, en fait, forcément, tu auras cette alchimie en dehors de ce rôle, et elles l'ont, et je trouve ça assez formidable. Mais chaque personnage a en fait une petite scène où ils ont le droit de briller, chaque acteur peut se donner à fond, et ça j'aime beaucoup quand l'auteur, le réalisateur donne vraiment quelque chose à faire à ces acteurs, qui les mettent en avant. Bon, pas pour les Oscars, mais tout de même avoir une petite scène pour leur CV, entre guillemets, ça fait grave plaisir. En plus, ils ont tous une alchimie assez naturelle, que ce soit dans la rivalité, dans l'amour. Ils en font un peu des caisses en termes de dialogue par rapport au Wicked qui revient super souvent au Good, et le titre en anglais c'est Wicked for Good. Mais ça va, c'est mignon, j'aime bien. Le vrai souci que j'ai avec ce film, alors là vous allez me détester, mais c'est l'histoire d'après moi, enfin c'est l'un des deux gros soucis, c'est beaucoup de remplissage, car l'histoire est terminée au précédent film en fait. Si tu ne sors jamais ce film, en réalité tu peux comprendre que Wicked partie 1 est déjà une sorte de prequel à ce qui se passe dans Le Magicien d'Oz, et ça peut passer. Alors forcément, il faudrait finir quelques trucs et tout, mais je pense vraiment que c'est à cause du Magicien d'Oz que ce film est beaucoup moins bien et qu'il y a beaucoup de choses qui sont happées par le récit légendaire du Magicien d'Oz. Ils font beaucoup de remplissage parce qu'en fait, là où le premier film est un prequel au Magicien d'Oz, plus ou moins, là, le deuxième film se passe en même temps que le Magicien d'Oz et même après le Magicien d'Oz, donc il faut forcément raconter l'histoire de Wicked partie 2 autour de l'histoire du Magicien d'Oz, et il y a des choses qui peuvent juste pas se permettre, alors que c'est des choses intéressantes qu'on aurait aimé voir, qui sont dans le film de base. C'est pour ça que je vous dis, il faut regarder le film de base, sinon il y a plein de scènes, vous allez être paumé et vous n'allez pas comprendre grand chose. Et en plus, il y a des scènes qui sont meilleures parce que vous connaissez le film de base, et j'en parlerai surtout en spoiler, mais le film est coincé dans cette sorte de limbo bizarre où il n'y a pas de nouveaux éléments, il n'y a pas de nouvelles intrigues, c'est juste la continuité des événements du premier, et du coup, le film souffre d'une partie 2. En général, quand tu fais une partie 2 d'un film, et surtout quand c'est la conclusion de ton diptyque ou ta trilogie ou peu importe, c'est censé être le climax de l'œuvre. Et c'est pas du tout le cas ici, car le film ne va plus rien lancer. On est juste au status quo, mais en même temps, ça commence pas un nouveau film. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à la fois une suite, et ça lance rien pour la suite, et en même temps, ça doit quand même finir l'histoire. Et le premier était vraiment, vous savez, l'école, l'amitié, elle qui devient une sorcière, qui deviennent amies, et le truc de propagande et tout. Ici, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. En fait, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de spécial. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, tu es face à un film qui est juste la suite du remplissage, qui dure 2h20, alors qu'il n'y a pas 2h20 de contenu dans l'œuvre, désolé de le dire, pour moi, c'était en 1h30, c'était plié, mais ils n'allaient pas sortir un film en 1h30, c'est juste pas possible. Mais malheureusement, moi, je vois que ce film-là ne sert pas à grand-chose, entre grosses guillemets, encore une fois. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout embarqué dans l'univers, dans l'ambiance, dans l'énergie qu'on avait avec l'université, par exemple, l'amitié. Pour moi, ça, c'est devenu un film à Oscar académique. Aujourd'hui, ils prennent plus aucun risque. Et contrairement au premier, qui je trouve était assez risqué dans son approche par rapport aux minorités, aux animaux, à la musique, aux actrices, à l'univers qu'ils voulaient construire. Et encore une fois, là, je suis un peu frustré par le vide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, malheureusement. Et je pense que c'est un film qui est vraiment fait pour les fans. Et encore une fois, attention, parce qu'il y a des scènes qui sont très bien, il y a de bons moments, il y a de l'émotion. Je dis juste qu'en fait, c'est pas le climax de l'œuvre. Pour ceux qui s'attendaient vraiment à l'explosion, le climax, entre guillemets, explosion, c'est le premier film. Voilà, le climax de cette œuvre-là, de ce diptyque, c'est la fin du premier film. Là, c'est un peu les répercussions du deuxième. Ça traîne en longueur pour conclure l'histoire avec une fin à rallonge en mode Seigneur des Anneaux, le retour du roi de 30 et quelques minutes, j'ai l'impression. Il tente rien et il lance rien de nouveau. Et en tant que film, en fait, c'est pas comme ça qu'on fait un film, tout simplement. Un film est censé relancer quelque chose. Même une partie 2 qui est la suite de quelque chose, elle est censée relancer une intrigue, un truc un peu nouveau et tout. Là, c'est pas du tout le cas, pour le coup. Et je pense que beaucoup de personnes
bah honnêtement, vont s'emmerder parce qu'il y a quasiment rien de nouveau qui est tenté, sauf il y a une scène avec Oz, mais il passe à une autre intrigue très rapidement, et c'est ça le souci, c'est qu'au lieu de faire un seul film allez, de 3h30, qui aurait pu être une grande œuvre épique incroyable, ils ont décidé de faire 2 films, là ça dure 5 heures au total, et on le sent passer, quoi, surtout la partie 2. Et je pense vraiment que la partie 2, les gens vont s'en rappeler beaucoup moins que la partie 1. Et c'est le souci aussi, la comédie musicale dure pas 5 heures, au fait. Et là, ils ont dû faire du remplissage à mort, avec beaucoup de scènes coupées, d'ailleurs, dans la bande-annonce. Si vous regardez la bande-annonce, il y a plein de scènes qui sont pas dans le film. Et c'est tout ce que moi, j'aimais dans le premier film, qui a un petit peu disparu, quoi. La découverte du monde, les chansons, les nombreux personnages, l'alchimie entre les personnages. Là, ça patauge, ça prend son temps. Et en fait, ça fait vraiment liste à cocher du Magicien d'Oz. Il y a tellement de choses, ils l'ont fait parce que c'est le Magicien d'Oz. Là où le premier s'émancipe un petit peu du Magicien d'Oz, celui-ci, bah, ça fait vraiment plus prequel que le premier, où ils doivent dire, ok, bah ça, c'est dans le Magicien d'Oz, il faut le faire, ça aussi, il faut le faire. Ça coche, mais vraiment toutes les cases. Le rire, les singes, les compagnons de Dorothée et tout. Je trouve ça assez insupportable, à titre personnel. J'en parlerai surtout en spoiler encore une fois. Mais là, même musicalement, pour en parler, je vais me rappeler d'aucune musique, d'aucun son, d'aucune musicalité, d'aucun moment génial. En plus, ils ont un truc bizarre dans ce film-là de couper les chansons. Ils vont commencer à chanter, ils vont reparler, rechanter la même chanson, reparler. C'est comme Defying Gravity à la fin, mais genre tout le film, sauf quelques scènes qui sont plutôt réussies. L'année dernière, quand je suis sorti de Wicked, mais j'ai écouté 3-4 sons en boucle, Popular et d'autres évidemment. Là, je sors du film, je me dis putain, c'était long, putain, c'était un peu chiant, il s'est rien passé, et même musicalement, il n'y a rien à mettre sous la dent, quoi. Et ça, c'est dommage parce que là où j'avais un gros souci avec le précédent film, c'était la mise en scène. Et là, c'est la même chose, voire pire. Et c'est quelque chose qui me déçoit un petit peu parce que au moins la mise en scène du premier film était pas bien, je trouve, ou pas incroyable. Il y avait quelques trucs qui étaient pas mal, surtout la photographie qui était immonde, mais le reste suivait. Et ça changeait vraiment pour moi la dynamique de l'œuvre, qui en faisait un truc qui était vraiment très très bien. Là, malheureusement, il n'y a plus vraiment d'idées. En plus, ils ont construit beaucoup de décors, mais on est rarement dedans. Alors, sauf les chansons avec Glinda et Elphaba chez elle, mais ces 2 chansons rapidement, tu ressens très rarement l'univers. Il y a des scènes qui sont bien, genre ce décor-là, avec elle derrière les branches, avec sa tenue et tout. Il y a des trucs pas mal comme ça, mais grosso modo, c'est un enchaînement de décors qui sont très très vides et qui malheureusement n'ont pas l'air vivants, c'est ça qui m'énerve. Et c'est quelque chose qui est très moche aussi, le film est laid, quoi. C'est un film qui est super numérique, effets spéciaux, processing à mort, il n'y a rien de palpable, tu peux rien toucher, c'est insupportable. Et le pire, c'est que ça fait faux alors qu'ils ont tout construit. Tout est fait pour de vrai, ils ont fait des vrais cieux, il y a très peu de fond vert entre guillemets, ils ont fait des trains, des bâtiments et tout, juste pour le travail de menuiserie, disons, de décoration, de couleurs et tout, ils ont fait un vrai travail sur ça. Mais tout est laid, quoi. Et ça m'énerve, c'est hyper gênant, c'est embarrassant. Les effets spéciaux sont discutables, surtout par rapport aux doublures numériques qui sont souvent pas très belles. Et le pire, c'est que les couleurs, c'est très fade, quoi. T'as du vert, du rose et tout, et c'est moins punchy que le film de 39. Le truc, il a 80 piges, et il est bien plus joli que Wicked 1 et 2. Alors oui, vous allez me dire, c'est une technologie différente, des caméras et tout, d'accord, ok. Mais il y a un moment, le film de 39 est plus beau que le film sorti aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est normal? Moi, je trouve que non. Tout est filmé à contre-jour, c'est infâme. Encore, le premier, il y avait quelques scènes à contre-jour que moi, j'avais détesté. Mais là, la majorité du film, c'est à contre-jour. Mais je sais pas ce qu'ils ont foutu, c'est vraiment très, très moche. J'ai l'impression qu'ils ont rushé ce film en disant, ok, il nous faut au moins 2 heures de contenu pour pas décevoir les fans. En même temps, ils avaient pas assez de contenu. Et en termes de mise en scène, c'est les pires plans que j'ai vus cette année, quoi. Il y a des gens qui critiquent Marvel, des choses comme ça. Mais je suis désolé, Marvel, ça a cette gueule-là aussi. C'est des plans moches comme ça. Donc si vous critiquez Marvel, ayez au moins l'audace de critiquer Wicked aussi. L'avantage, c'est que Wicked a d'autres qualités que peut-être un Marvel n'a pas, souvent. Mais là, Wicked 2, je suis désolé, ces qualités ont un petit peu disparu. En même temps, c'est filmé de manière très immonde tout le temps. Et moi, ça m'énerve. Pourtant, quand la lumière tape bien le visage des personnages, il y a un contraste et tout, c'est joli, c'est bien fait. Il y a un truc, une profondeur. T'as l'impression de pouvoir toucher un petit peu les choses et tout. Il y a quelque chose. Mais là, le reste du temps, c'est juste laid, quoi. La scène du mariage... J'ai halluciné de mocheté. Je me suis dit, mais c'est quoi cette laideur? Comment c'est possible de faire ça en Big 2025? Mais c'est infâme. Malheureusement, imaginez cette scène avec des couleurs un peu plus saturées, et le contraste avec la dictature aurait été meilleur et tout. Franchement, horrible. Pourtant, il y a des choses qui sont bien. Il y a un travail sur les ombres qui est intéressant, qui raconte beaucoup d'histoires, surtout par rapport au personnage du magicien d'Oz que je vais réévoquer en spoiler. Donc j'aime bien. Il y a un truc aussi sur le non-dit par rapport au magicien d'Oz, encore une fois. Je parle du film hein, plus que du magicien qui est présent dans l'œuvre. Il y a un travail sur les reflets, sur la dualité, elle, dans la ville par rapport à sa bulle. Ici, ça raconte beaucoup de choses. Mine de rien, sur le personnage, il y aura beaucoup des moments où ils vont chanter, surtout les femmes, et la caméra va tourner autour pour donner un peu de la force à ce qu'elles disent et tout. Il y a une scène où ils reprennent le début du premier film, mais ils changent un truc, et je trouve que c'était assez intelligent. En fait, il y a plein de trucs que j'aime bien, mais le film est moche, quoi. Le film est laid.
Il y a un moment, il faut dire les choses, et je sais que les fans vont me tomber dessus, mais le film est dégueulasse, quoi. Et ça, c'est pas normal. Et je vous le dis encore une fois, le premier, ça allait parce que le reste était bien, mais là, le reste ne suit pas, et du coup, bah, le fait que ce soit moche, est encore plus moche, je trouve, parce que les scènes sont pas forcément bien. Donc on vit pas dans un monde vivant, excitant avec ce film, c'est ça qui est décevant, et on vit dans un monde qui est plat, qui est numérique, qui fait faux, alors que tout est construit en plus. C'est ça qui est frustrant et qui est énervant. Donc j'étais vraiment déçu par cette œuvre. C'est ça que j'ai à dire, c'est que par rapport au premier film, pour moi, c'est vraiment loin derrière. Pourtant, le premier, je l'avais défendu, j'avais adoré, j'avais passé un super moment devant. C'était vachement bien. Ceux qui s'attendent à un climax, là, c'est mort. Le climax, c'était le premier film. L'émotion sera certes présente, on va pas le nier, et je trouve que la fin est émouvante. Pour le coup, mais c'est trop long, c'est trop moche. La magie du premier film a complètement disparu, sans mauvais jeu de mots. Et ça sent plus le film larmoyant pour méga fans, plus qu'autre chose. Et je me demande comment les fans des films et de la comédie musicale vont réagir, parce que moi, j'ai trouvé que c'était des caisses pour rien, quoi. Alors que le premier, encore une fois, j'ai grave kiffé. Là, je suis hyper déçu, mais je pense que les fans vont adorer, parce que ça fait un petit peu fan service. Il y a quelques idées, et les actrices et les acteurs de manière générale sont très très bons. Donc il y a un moment, moi qui ai découvert Weekend l'année dernière avec le film, j'ai envie de voir la comédie musicale, mais là, la suite m'a personnellement vraiment déçu. Ce serait un succès planétaire, hein, ça peut même taper le milliard, hein, ça m'étonnerait pas. Mais là, j'avoue que j'attendais ce film, je m'attendais à vraiment passer un bon moment comme le premier, mais je suis déçu. Et c'est pas que je vais pas le conseiller, parce que les fans de Weekend, vous allez y aller, mais moi, personnellement, c'est une recommandation bien plus dure que l'année dernière où j'avais dit à tout le monde d'y aller, parce que c'est bonne ambiance, c'est bien et tout. Là, je me dis, bon, ok, que vous voyez ça au cinéma ou dans quelques mois en streaming ou quoi, ça ne changera pas grand chose. Alors après, il faut aller en salle, hein. Évidemment, si vous avez envie de le voir, il faut soutenir les salles de cinéma. Mais bon, recommandation très très tiède. Et je suis un peu déçu et ça m'énerve un petit peu. Donc voilà, maintenant on va passer en spoiler. Tous les personnages ont beaucoup moins de place à l'écran. Moribile, évidemment, elle, c'est juste la lieutenante d'Oz qui fait toutes les choses méchantes pour lui, qui est complètement obsédée par ce pouvoir, le côté totalitaire de la chose. Oz qui veut gouverner. En plus, il trouve des boucs émissaires pour gouverner. Il a des regrets à la fin, que j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça montre un peu son humanité par rapport à sa fille et tout. Et il sent coupable. Je trouve que c'est bien d'avoir un peu d'humanité tout de même dans ces tyrans. C'est intéressant. Et la chanson, le trio entre du coup les trois était bien. Alors la chanson était ok je trouve, mais il se passait un truc, il y avait de la manipulation, de la vérité, du mensonge, les couleurs de la scène étaient bien, il y avait la machine derrière qui bougeait, qui faisait du bruit, des effets et tout, les couleurs changeaient du décor, c'était une belle scène. Et je me dis au fait si le film avait ses idées de mise en scène comme ça tout le temps, même si c'était pas la plus jolie en termes de photos, il y avait au moins un truc qui se passait, il y avait une sorte d'alchimie, il y avait un moment, et cette scène là, et justement l'intrigue qui relançait avec le magicien, je me dis ok c'est une alliance qui va forcément sauter, on est d'accord, mais au moins ça relance un truc et au fait ça dure 5 minutes et c'est décevant. Pourtant, il y a des choses que j'aime bien. Le fait que Bok soit complètement gangréné par la jalousie, la haine et que l'amour ne soit pas réciproque par rapport à Glinda, j'aime bien parce que ça le transforme en créature qui perd son cœur. Donc c'est à la fois symbolique et en même temps, c'est terrifiant comme créature. Je trouve qu'ils l'ont vraiment bien faite. Et tu as une scène où il fait un discours avant de rentrer dans le château, ou en tout cas, voilà, comme dans le film. Et il y a un truc où c'est horrifique. Je me dis, en fait, le mec est flippant, il y a plein de colère, de haine. Ça fait un peu un parallèle un peu étrange avec le magicien d'Oz qu'on connaît, le film, mais c'est fort. Et je trouve ça intéressant, je trouve ça vraiment bien qu'il joue sur ça aussi. Pareil pour Nessa, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle vit la même chose que Bok, mais à l'envers. Bok est amoureuse de Glinda, Nessa, elle est amoureuse de Bok, mais Bok, forcément, n'est pas amoureuse d'elle. Pourtant, voilà, il y avait le quiproquo du premier film. Et elle, par colère, par ce manque d'amour, ce triangle amoureux qui n'est pas fructifié, malheureusement, devient un peu une fasciste. Et j'aime bien ça, parce qu'à la fois, ça donne une excuse morale de la punir et de la tuer, entre guillemets, même si elle ne méritait pas de mourir, évidemment, mais ça se dit, ok, elle était quand même dans ce régime, elle votait et elle participait au régime, elle ne suivait pas que les ordres, elle était là, et elle enlevait des droits aux gens par pure jalousie, par pure colère. Donc, il y avait une chance de rédemption, c'était évident, mais elle a été punie par un truc, cette fameuse maison, évidemment. Et l'idée des chaussures, je trouve très bien, que ce soit le lien entre Elphaba et, évidemment, Dorothée, c'est pas mal. Et donc, c'est une bonne idée que j'aime bien, et les personnages, en fait, je les trouve bien écrits de manière générale, parce qu'ils vont aller procurer des émotions un peu contradictoires. C'est des méchants pour beaucoup d'entre eux, mais fatalement, tu vois qu'il y a beaucoup d'humanité entre eux, et c'est ça qui est intéressant. Là où beaucoup des gentils deviennent méchants, Elphaba, elle est toujours restée gentille. Même Glinda, ce qui est cool, ou Galinda, comme elle se fait un peu moquer à un moment, elle est tourmentée par le fait d'être dans le système de la propagande du magicien d'Oz, idiote utile, disons, de ce système-là. Elle est manipulée par rapport à ses rêves d'enfance, elle a tout sauf la magie, et Oz lui donne ça,
Et j'aime beaucoup comment ils exploitent les faiblesses, parce que dans un système comme ça, autoritaire, fasciste, c'est ce qui se passe. En fait, on trouve des faiblesses aux gens et on les fait participer au système. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en plus, à la fin, elle arrive à s'émanciper, se venger. Je pense que c'est une bonne chose, c'est satisfaisant et tout. Et tu vois qu'au fond d'elle, comme beaucoup des gens qui participent à ces systèmes-là, ils sont bons, mais le système les écrase. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et c'est encore une fois un film américain, un blockbuster qui parle de fascisme. C'est intéressant pour les États-Unis qui, depuis des années, parlent de ce fameux fascisme. Et il y a plein de choses qui sont bonnes parce que ce mariage, elle y croyait, mais en fait, c'est juste un mariage politique. Fatalement, et même elle est dans un triangle amoureux avec Fiyero, avec Elphaba, et en plus c'est sa copine depuis toujours, et tout, enfin depuis toujours, on s'est compris. Il y a un truc, il y a une sorte d'émotion assez difficile à accepter pour elle, elle veut se venger aussi, et elle tombe justement par la colère, pas ce manque d'amour, dans ce régime autoritaire, et je trouve que c'est bien, et la seule chose qui fait revenir cette femme du régime autoritaire, c'est l'amour, non pas l'amour de Fiyero qui lui n'aime pas, et il est honnête par rapport à ses sentiments, mais l'amour évidemment d'Elphaba. Et Fiyero j'aime bien parce qu'il est un peu malheureux dans son rôle, alors que c'est un rôle qui est quand même haut gradé, parce qu'il est amoureux de la sorcière, mais surtout qu'en fait, il a certes une différence de classe, c'est un riche, mais il n'est pas d'accord avec le système, mais il est aussi coincé dedans. C'est ça qui est fort, et il devient un peu le symbole de ça, avec l'homme de paille à la fin, forcément. Ils reprennent d'ailleurs les mêmes phrases sur la beauté, et moi je trouve le couple mignon. Je trouve que c'est attachant, je trouve qu'il y a un truc, ils ont une bonne alchimie, et ça allait pas du tout avec Glinda, mais justement le fait de voir cet homme s'épanouir, parce que c'est le but de l'œuvre, c'est de dire ok, je fais confiance à mon cœur, j'y vais, que ce soit d'un point de vue amoureux, d'un point de vue, on va dire, plus politique et tout, mais il faut être réel, il faut être authentique par rapport à ses idées, et quand tu l'es, t'es récompensé, et c'est un peu ça l'œuvre ici. Du moment que t'es pas dans la haine, la colère, et je trouve que ça c'est bien, parce que ça a toujours été ça. Évidemment, Elphaba, elle était prête à un moment à faire un deal en échange de la fin du fascisme, elle est d'ailleurs généreuse hein, par rapport à ça, soyons honnêtes, mais forcément, il y a un truc où ça peut pas marcher, parce que elle, c'est toujours identifiée à ces animaux parce qu'elle était verte, du coup elle était victime de racisme, disons les choses. Et là, lorsqu'elle voit les animaux montrés en cage, tu comprends à la fois pourquoi elle est diabolisée par le système, parce que c'est une résistante, et en même temps, elle se sent concernée. D'ailleurs, la chanson avec les animaux en forêt, elle est mignonne, ça fait un peu livre de la jungle, d'ailleurs, c'était rigolo, mais elle se reconnaît vraiment dans ces animaux, et elle voit à quel point le fascisme cachait ces choses-là. Ils ont mis et déshumanisé ces animaux, qui ne peuvent plus parler à ce stade, dans des cages, et pour elle, vue du point de vue politique, elle est comme les animaux, donc forcément, elle doit être résistante, et elle est évidemment récompensée par rapport à ça. Mais le cœur de l'œuvre, c'est évidemment la relation entre les deux. J'aime beaucoup que Elphaba décide de ne pas dire la vérité à ce peuple, que Glinda assume que c'était la mauvaise sorcière pour qu'il puisse reset ce monde, qu'il y ait une sorte d'ennemi à faire tomber, et que justement ils utilisent le bouc émissaire pour reset un peu la société, et je trouve que c'est pas mal comme idée, surtout qu'en fait Glinda va raconter quelque chose comme dans le premier film, et là la caméra va faire la même chose que le premier film, et va revenir pour te dire non, non, on change l'histoire, et je trouve que c'est une bonne idée de mise en scène, peut-être la meilleure de l'œuvre, et la bagarre, elle est à la fois drôle, sincère, tu vois la rivalité, tu connais un peu ce qui s'est passé entre elles dès le premier film, c'est un truc qui est assez touchant, qui est drôle, les actrices sont géniales, en même temps, ça finit mal de manière dramatique par rapport au piège qui est tendu, sans que ce soit volontaire, encore une fois un quiproquo qui est intéressant par rapport à ça, le moment musical entre elles, moi j'ai trouvé super touchant, j'étais ému, je trouve que c'est la meilleure chanson du film, il y a un truc, elles se répondent parfaitement, il y a une vraie alchimie, elles s'aiment, t'as l'impression plus comme des amis, mais c'est tellement beau et sincère, t'as envie de pleurer aussi, je trouve que c'était génial comme scène parce que c'est le climax émotionnel des deux films. En solo, ça marche un peu moins bien, surtout parce que les scènes sont dégueulasses, c'est beaucoup moins intéressant visuellement, les chansons sont moins mémorables, moins marquantes, mais à deux, là c'est fort, il y a un impact, il y a un enjeu, il y a quelque chose, et j'adore que Dorothée soit montrée comme le méchant, ou la méchante pour être précis, de l'œuvre, parce que quand tu regardes le Magicien d'Oz, Dorothée c'est la petite fille qui est là du Kansas et tout, et qui veut repartir dans ce monde, et elle est montrée comme cette personne violente, brutale presque, qui tue la sorcière, et je trouve ça un bon parti pris, et j'aime bien cette idée-là, ce plan est assez fou, parce que littéralement t'as Glinda qui voit son ami mourir, entre guillemets, et en fait le personnage que tu célèbres dans le Magicien d'Oz, ici est le méchant, ou la méchante, donc je trouve que c'est une bonne idée, et l'image de fin, elle fonctionne, les deux qui se voient, elle dans la tour, elle qui est dans cet autre univers, elle communique une dernière fois, elle chante, et une image de fin où, vous savez, elles sont sur une sorte de chariot, ou je sais plus quelle scène, du premier film. Elles portent le film, les deux. Ariana Grande, Cynthia Erivo, et sont géniales. Lorsque t'as le personnage de Glinda qui dit « I have so many friends », j'ai trouvé ça super poignant, ça fonctionne. En fait, lorsqu'elles sont à l'image des deux, ça fonctionne, c'est génial. Mais c'est pas beaucoup du film, c'est vrai, et le reste du film est tellement moyen, et pour moi assez décevant.
je le reverrai pas, quoi. Alors que le premier, j'ai envie de le revoir aujourd'hui, maintenant. J'avais envie de le revoir avant de voir le deuxième. Mais le deuxième, je sais pas si je le reverrai, à la limite, je reverrai des scènes du deuxième, surtout avec les deux là, et la fin qui était poignante et touchante, sur la sororité, ce girlhood, comme on dit beaucoup en ce moment. Oui, mais le reste, moi j'étais particulièrement déçu. Et j'ai envie d'avoir votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, avez-vous adoré ou détesté, dites-moi dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.